Trois crimes. Le 7 octobre, le sang a coulé en Israël car des terroristes du Hamas ont massacré des centaines de civils, hommes, femmes et enfants, pour la seule raison qu'ils étaient juifs. 1300 morts, 3200 blessés et 120 civils enlevés et depuis lors retenus en otage, dont des ressortissants français. Depuis, une très dangereuse escalade s'est engagée au Proche-Orient, très risquée pour la stabilité politique et économique du monde. Le 13 octobre, un terroriste endoctriné, et qui plus est ancien élève de l'établissement, s'introduit dans le lycée Gambetta à Arras avec l'idée de tuer. Il aura fallu l'héroïsme d'un professeur de français, Dominique Bernard, pour éviter sans doute un massacre. Mais ce professeur aura payé de sa vie son intervention. Il est mort parce qu'enseignant, parce qu'il a protégé ses élèves. 3 autres membres du personnel ont été blessés. Depuis, notre pays, attaqué dans ce qu'il a de plus cher et de plus symbolique, ses enfants et son école, est en urgence attentat. Le 16 octobre, à Bruxelles, là encore, un terroriste aura volé la vie de 2 supporters suédois venus en Belgique pour un match de foot. 3 crimes, lâches, odieux, 3 assassinats, qui sont pour chacun de nous, ici, ce soir, élus, pour chacun de ceux qui nous écoutent et pour chaque Waterloosien, une incompréhension, une imprescriptible blessure. À chaque fois, des civils ont été assassinés parce qu'ils étaient eux, parce qu'ils étaient juifs, enseignants ou suédois. Ce sont des épreuves pour notre démocratie, une remise en cause des fondements de tout ce à quoi, ici, en Europe, en France, nous croyons. Ici, à Waterloo, les drapeaux sont en berne, nos cœurs le sont aussi. Ce qui s'est passé est abject, révoltant, insupportable. Dans cette salle de notre hôtel de ville, symbole de la République, celle de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, celle de la tolérance, de la solidarité, du respect, celle de la laïcité, je vous propose que nous exprimions notre révolte devant tant de haine, notre compassion pour les victimes et notre profonde affection pour leurs proches, par le respect d'1 minute de silence à l'ouverture de nos travaux. Merci. Bien, chers collègues, donc nous ouvrons cette séance du Conseil municipal. Il y a lieu pour cela de procéder à l'appel. Monsieur le directeur général des services, vous avez la parole. Monsieur Dominique Barre. Présent. Madame Myriam de Smet. Présente. Monsieur Sébastien Futamant. Présent. Madame Michel Coquel. Présente. Monsieur Henri Gadot. Présent. Monsieur Tariq Meki. Présent. Madame Zora Reffer. Excusez, procuration, Madame de Smet. Monsieur Karl Monrabal. Présent. Madame Martine Leblanc. Présente. Monsieur Gilbert Charles. Présent. Madame Myriam Lestienne. Excusez, procuration, Monsieur Fitaman. Monsieur Azedine Taleb Ahmed. Excusez, procuration, Dominique Barre. Madame Sylvie Zaidi. Monsieur Jean-Philippe Dumoulin. Madame Catherine Ausson. Va arriver en retard et d'ici là, procuration Henri Gadot. Monsieur Jacques Delfos. Monsieur Guy-Noël Lemay. Monsieur Steve Domatos. Monsieur
Benjamin Cailleret. Présent. Madame Annie Chantry. Présent. Madame Emeline Boite. Présent. Monsieur Pascal Lucas. Excusez, procuration, Madame Coquel. Madame Basma Amadou Delay. Présent. Madame Béatrice Dujardin. Présent. Madame Laurine Lemoine. Présent. Monsieur Rabat Damani. Présent. Madame Pamela Gilbert. Présent. Monsieur Steven Marouki. Présent. Madame Océane Lévesque. Présent. Madame Lina Jaffer-Chéry. Excusez, procuration, Annie Chantry. Monsieur Zézal Kiraz. Présent. Madame Laura Delplanque. Monsieur Brice Ouettematouba. Excusez, procuration, Rabat Damani. Monsieur Michel Debat. Présent. Monsieur Christophe Ritchie. Présent. Madame Marjorie Delrue. Présent. Monsieur Denis Croigny. Présent. Madame Sophie Félix. Il y a une procuration qui a été donnée à qui? Ah bon. Donc, procuration Christophe Ritchie. Elle a été transmise ou pas? Bon, très bien. Et je ne l'ai point, moi, madame. Donc, voilà. Procuration, Monsieur Croigny. Celle-là, je l'ai eue. Voilà. Voilà. Sachant qu'il va arriver effectivement en retard. Monsieur Jean-François Soyer. Madame Marjorie Parati. Monsieur Eddy Godeau. Madame Axel Delannoy. Merci, Monsieur le Directeur Général des Services. Nous avons à nous prononcer, comme à l'accoutumée, sur la désignation de notre secrétaire. Au bénéfice de l'âge, comme à l'accoutumée, nous nous mettons d'accord sur le nom d'Océane Lévesque, que je salue pour sa jeunesse à chaque fois. Pas d'objection, je suppose. Il en est donc ainsi décidé. Nous avons à nous prononcer sur les procès-verbaux du 9 juin 2023 pour la désignation des électeurs sénatoriales, l'approbation du procès-verbal du 9 juin 2023 pour la séance ordinaire et l'approbation du procès-verbal du 28 juin 2023. Je n'ai pas été saisi de demande d'observation complémentaire à celle qui aurait pu être faite auprès de nos services. Je suppose qu'ils sont donc adoptés, pas d'objection. Il en est donc ainsi décidé. On en arrive à mes communications. Je voudrais, mes chers collègues, vous informer que j'ai été informé par M. Jean-François Soyer de sa démission au sein du groupe Plus Belle, Plus Sûr, Plus Propre, Wattrelos retrouve la flamme et de sa volonté de siéger en non-inscrit au sein du conseil municipal. M. Eddy Godeau prend la présidence du groupe, composé de lui-même et de Mme Farachi, des groupes désormais intitulés Rassemblement National Wattrelos. Voilà, nous devons en prendre acte et je voulais vous en informer. Autre communication, celle que j'ai l'habitude de faire, s'agissant des délibérations métropolitaines. Lors des instances de la MEL, plusieurs délibérations qui concernent Wattrelos ont été votées. Ce sont au bureau du 29 septembre 2023. La B289, il s'agit du remplacement du réseau d'assainissement rue Affrel-Delcourt. Celui-ci s'avère nécessaire suite à l'effondrement d'un tronçon du collecteur d'assainissement. Un appel d'offres ouvert pour un montant estimé de 1 300 000 € hors taxe a été lancé le 13 juin 2023 pour permettre la reconstruction de ce réseau. Le marché a finalement été attribué à la société SADE, pour un montant de 1 584 554,20 € hors taxe, montant qui, vous l'avez observé, s'avère supérieur à l'estimation initiale du fait notamment de la technicité du marché qui réside, me dit-on, dans la pose d'une canalisation principale de section importante et dans la pose de plus de 120 branchements d'assainissement individuels. Voilà pour la première délibération. Deuxième délibération, la B294. Chacun se souvient que début septembre, la plateforme départementale de l'Association des Restaurants du Cœur de la région lilloise située à Wattrelos a fait l'objet de nombreuses dégradations sur toute la flotte de véhicules, camionnettes et camions a été mise hors d'usage dans un acte gratuit d'agression mettant en difficulté les distributions. L'émotion fut vive ici et dans tout le pays. Répondant à mon appel, le président de la MEL a décidé de mobiliser un soutien de la MEL aux côtés du département et de la région pour permettre au resto de s'acheter un gros camion en remplacement de celui ancien irréparable pour assurer la continuité des distributions alimentaires. C'est pourquoi cette délibération a été adoptée au bureau. La B294, elle accorde ainsi une subvention de 40 000 € à l'association.
Troisième délibération, elle est au bureau du 20 octobre prochain. La B360, cette délibération accorde un fonds de concours pour la réfection de la salle de combat Lyoté pour un montant de 7 802 €. Enfin, au conseil du 20 octobre prochain, la C262 est une délibération relative au CRAC, compte rendu d'activité 2022 de la ZAC du centre-ville. Le projet d'aménagement du centre-ville de Wattrelos prévoit le réaménagement des espaces publics à travers l'aménagement d'une esplanade à l'entrée du parc du Lion, la construction de 1000 logements, soit 70 000 m² de surface de plancher et 10 000 m² d'activité. Par délibération numéro 15C 1122 du 18 décembre 2015, le Conseil métropolitain a décidé de confier l'aménagement de cette opération à la SEM Ville Renouvelée par concession d'aménagement pour une durée de 12 ans, jusqu'au 28 janvier 2028, sur une zone de 15 hectares. En 2022, ce sont 503 logements et 1200 m² de cellules commerciales qui ont été livrés. 2022 a été principalement marqué par la dernière livraison des 3 lots du secteur Bazanos en mai, la finalisation des travaux d'aménagement paysager de l'esplanade et du parking hippodrome et la cession du lot Saint-Liévin 9 au profit de Parthénor. Les dépenses 2022 s'élèvent à 1 053 968 € hors taxes. Les recettes 2022 s'élèvent à 1 277 931 € hors taxes. Je rappelle que le montant des dépenses et des recettes prévisionnelles est de 21 575 980 € sur la base d'une participation de la MEL à hauteur de 7 346 061 € hors taxes. Voilà, mes chers collègues, ces quelques délibérations qui me paraissent importantes, qui rythment la vie communautaire, et j'ai pris l'habitude d'en informer notre conseil et au-delà du conseil, évidemment, nos concitoyens, notamment, qui nous écoutent. Voilà, maintenant, après ces communications, on en arrive à l'ordre du jour. Je soumets à l'Assemblée l'organisation suivante des débats sur les projets de délibération concertés avec les responsables de groupe. J'ai noté 2 interventions du groupe avec vous pour Wattrelos sur les rapports numéro 6 et 7. Pardon ? La 6. La 7, très bien. Donc, une intervention sur le rapport numéro 6 et une intervention du groupe, donc dorénavant appelé Rassemblement national Wattrelos, sur le rapport numéro 16. J'informe l'Assemblée que le rapport numéro 19 est retiré de l'ordre du jour, et donc nous n'aurons pas à l'examiner. Je n'ai pas eu connaissance d'autres demandes d'intervention. Y en a-t-il d'autres ? Non ? Eh bien, écoutez, dès lors, puisqu'il n'y a pas d'objection au déroulement de cet ordre du jour, je vous propose que nous l'appelions. Je précise et rappelle que les rapports présentés ont été soumis à l'examen des commissions finances, économie et administration générale et développement durable, urbanisme et travaux. Madame de Smet, vous avez les 4 premiers rapports, très précisément les rapports numéros 1 à 4, et je vous passe la parole. Merci, Monsieur le maire. Oui, 4 délibérations plutôt techniques. La première concerne la programmation politique de la ville. J'avais présenté il y a quelque temps la programmation complète du contrat de ville pour Wattrelos. Et dans ces projets, il y avait un projet pour le Conseil citoyen qui n'était pas abouti. Nous avions donc provisionné 1 000 € pour leur permettre un fonctionnement courant et on attendait d'avoir le projet abouti et détaillé pour pouvoir abonder un complément de 2 000 €. Donc c'est l'objet de cette délibération. La deuxième délibération concerne les 1607 heures. J'ai déjà passé 2 délibérations concernant ce dossier du temps de travail de nos agents. Ces dossiers, il s'agit ici d'une demande de la préfecture qui nous demande, on avait envoyé les projets de délibération par service, dans un souci de lisibilité, d'aborder ces cycles de travail sur une même présentation. Donc, il n'y a aucun changement en ce qui concerne les agents. C'est juste un problème de lisibilité. Et donc, on a repris avec la même présentation pour chacun des services. La délibération numéro 3, aussi une délibération technique, mais quand même importante pour nos agents,
puisque pour notre fonctionnement, puisqu'il s'agit par cette délibération d'autoriser le recrutement en CDI. Pour trois des agents concernés ici par cette délib, il s'agit d'agents qui sont déjà chez nous depuis plusieurs années, qui sont contractuels, mais qui n'ont pas la nationalité française et qui donc ne peuvent pas bénéficier du statut de fonctionnaire. Dans un souci, en début d'année, on avait lancé un projet de déprécarisation des agents et des contractuels. S'agissant de ces agents, on ne pourra pas les stagiairiser, mais par contre, je vous propose aujourd'hui de transformer leur contrat en CDI de façon, voilà, pour leur projet de vie, de sortir de la précarité. Le dernier recrutement, il s'agit d'un recrutement de responsable de cuisine centrale que nous devons faire, qui est déjà en CDI dans une autre collectivité et qui souhaite rester garder le même statut. Et la délibération 4, qui concerne l'indemnisation des congés non pris en cas de cessation définitive d'activité. Quand les gens quittent notre collectivité ou cessent leur contrat, ils doivent avoir écoulé la totalité de leurs congés. On ne paye pas les congés. Sauf qu'il arrive que des agents n'aient pas la possibilité de poser leur congé parce que grave maladie, longue maladie, et doivent aller vers une cessation définitive, soit un passage en invalidité permanente, ou alors il s'agit ici ce mois-ci de 2 décès que nous avons eus parmi nos agents. Et dans ce cas-là, on passe cette délibération pour permettre de leur régler, de leur payer les congés qui leur sont dus, et dans le cas présent, de payer ces congés aux ayants droit. J'en ai fini, monsieur le maire. En effet, je vous le confirme. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Il y a des votes spécifiques ou pas? Monsieur Ricci, non. Monsieur Soyer, monsieur Godot, madame Delannoy. Je ne vous vois plus maintenant avec madame Guilbert qui est juste devant. Là. Bon, bref, voilà. Donc concrètement, je peux mettre aux voix collectivement ces rapports. Il y a des votes contre, des abstentions. Ils sont donc adoptés à l'unanimité. Merci. Madame Coquel, vous avez le rapport numéro 5. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit donc des nouvelles dispositions concernant le prêt de matériel. Les services logistiques de la ville sont sollicités quotidiennement pour des prêts de matériel. Donc, l'origine sont les associations, les commerçants, les écoles et les particuliers. Jusqu'à ce jour, ces prêts ont été accordés sans formalité. Donc, pour conséquence, quelquefois, des détériorations, des vols et même une modification d'identité et le matériel part sur Roubaix ou d'autres villes, étant donné que les autres villes ne prêtent rien. Donc, l'objectif de cette délibération, c'est de diminuer les heures supplémentaires, limiter les dégradations de notre matériel, les vols, et ainsi de contrôler les dépenses en investissement et de cadrer le dispositif. Pour ce faire, donc, nous proposons de maintenir la décision prise le 28 juin en 2023 ayant pour objet la mise en place d'une caution, maintenir le partenariat et la priorisation donnée aux associations wattrelousiennes, de mettre en place une tarification, une régie, un règlement intérieur et un état des lieux inventaire des éléments mis en prêt auprès des personnes. J'en ai terminé, monsieur le maire. Merci, chère madame. Cette délibération n'a pas suscité une demande d'intervention. Donc, je la mets aux voix. Il y a des votes contre, des abstentions. Elle est donc votée à l'unanimité. Monsieur Gadot, vous présenterez d'abord le rapport numéro 6, qui est le vôtre sous votre timbre. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, le rapport numéro 6, qui a comme dénomination tarif de la taxe locale sur la publicité extérieure, c'est-à-dire la TLPE. C'est une délibération technique qui reprend tout ce qui s'est passé au niveau des différents textes et lois qui ont été élaborés depuis 2009, où il y avait une taxe sur l'affichage publicitaire qui a repris les enseignes, les préenseignes à partir de, donc je disais, de 2009. Il y a eu des lois de finances rectificatives en 2011 et nous avons fait un recensement avec la société GoPub en 2019.
Nous avons repris tous ces anciens textes pour les élaborer et au niveau tarifs qui sont expliqués dans cette délibération, il n'y a aucun changement. C'est les tarifs qui ont été successivement tous les ans revalorisés. Et c'est une mise à jour qui a été faite surtout par rapport aux éventuels recours que l'on pourrait avoir auprès des grands publicitaires, par les grands publicitaires. J'en ai terminé, Monsieur le maire. Bien, donc on est sur le rapport numéro 6, et sauf erreur, c'est sur celui-là que M. Ricci, vous souhaitez intervenir. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers collègues, je tiens à exprimer notre position concernant la proposition de mettre à jour les tarifs maximaux de la taxe locale sur la publicité extérieure en prévoyant une indexation annuelle automatique en fonction de l'inflation. Tout d'abord, nous tenons à souligner que notre préoccupation réside davantage dans l'application de cette taxe que dans son principe fondamental. Nous souhaitons garantir que toutes les entreprises concernées par cette taxe soient correctement identifiées et qu'elles s'acquittent de leurs obligations fiscales de manière équitable. Cela soulève des questions importantes. Qui mesure et vérifie les enseignes ? Quels sont les moyens de contrôle mis en place pour s'assurer de la justesse de cette taxation ? De plus, il serait utile de connaître le montant total des recettes que la ville génère chaque année grâce à la TLPE. Cette information contribuerait à la transparence fiscale et permettrait une meilleure compréhension de l'impact financier de cette taxe. Excusez-moi, le téléphone qui sort en même temps. De cette taxe sur les recettes de la ville. Nous reconnaissons que des exonérations sont prévues pour protéger les petites enseignes, mais il est crucial que ces exonérations soient appliquées de manière transparente et équitable afin de ne pas pénaliser injustement les petites entreprises qui contribuent à la vitalité de notre commune. En conclusion, bien que nous comprenions la nécessité de mettre à jour les tarifs de la TLPE, nous pensons que la priorité doit être donnée à l'amélioration de la gestion et du contrôle de cette taxe, ainsi qu'à une plus grande transparence sur les recettes générées. Nous suggérons que des mécanismes de contrôle plus robustes soient mis en place pour garantir que toutes les entreprises assujetties à la TLPE contribuent de manière équitable. Cela permettrait de préserver l'équité fiscale et de renforcer la confiance de la communauté locale dans notre gestion financière. Un conseiller municipal qui veut être sûr que les impôts soient bien payés. Quelle belle référence. Alors, vous voulez répondre, M. Gadot ? Non, en partie. Allez, M. Gadot, je ramasse après, si j'ose dire. Merci, Monsieur le maire. Comme je disais dans l'explication de cette délibération, une société en 2018-2019 a été chargée de faire le recensement. Cette demande avait été faite par l'élu à l'époque au commerce. Et suite au recensement et au contrôle des services, à qui je sais qu'ils font très attention, à la fois sur les mesures et autres, et qui avaient justement fait faire des corrections suite au recensement fait par la société. Et les enseignes payent, je pense que Monsieur le maire reviendra là-dessus, mais enseignes qui payent, c'est tous ceux qui ont leur surface soit d'enseigne, soit de pub, plus grande que les 7 mètres carrés ou les 12 mètres carrés. J'en ai terminé, Monsieur le maire. Vous êtes en train de me dire, M. Gadot, que l'adjoint au commerce de l'époque, devenu opposant, a de la suite dans les idées, c'est ça? Si j'ai bien compris. Bon, on ne va pas vous le reprocher à cet égard, d'autant que le principe de tout impôt, effectivement, c'est qu'il soit juste, c'est-à-dire qu'il ne grève pas exagérément celles et ceux dont il pourrait obérer la capacité à développer une activité économique, d'où les exonérations qui ont été mises en place, et qu'il soit régulièrement révisé. C'est-à-dire que personne ne passe à travers les trous de la raquette, comme on dit dans le milieu un peu spécifique. Ceci dit, deux observations. La première, d'abord, le chiffre que vous souhaitiez globalement, combien ça rapporte, vous auriez pu le demander aux commissions des finances, on vous l'aurait dit, mais enfin bon, c'est 66 000 euros. On est sur l'ordre de grandeur dans les 65 66 000 euros. Deuxième sujet, donc vous savez, une quarantaine de contribuables qui font l'objet de cette taxation. Cette taxation, elle a été construite sur un socle que vous connaissez bien, puisqu'à l'époque, on s'en était occupé. Donc avec la société chargée de ce recensement et que vient de citer Henri Gadot, ce socle a besoin
de tenir compte de la réalité économique. Cette réalité économique, elle est liée justement à cette notion d'indexation sur l'inflation. On peut choisir d'autres critères, mais en tout cas celui-là est le moins contestable, de la même manière que les projets de loi de finances indexent les valeurs locatives des impositions locales sur l'inflation depuis 2018. Il n'est pas stupide que l'assise de cette taxe soit également fondée sur l'inflation. La deuxième remarque, c'est que c'est un impôt, vous le savez, une taxe, qui est déclarative. Bon, seulement, un contribuable, il ne dit pas spontanément quel est le montant de l'imposition qu'il devrait acquitter. Et donc, régulièrement, nous faisons, à travers les services de la... Je ne sais pas si je dois le dire, quelle est la direction qui s'en occupe, parce que je les flèche un peu, mais c'est la direction de la proximité avec la population qui fait, en accord avec le service économique, quelques pointages dont l'exhaustivité est recherchée, bien entendu, et il se trouve que parfois nous avons quelques indications, je ne vais pas dire dénonciations, le mot serait exagérément fort, et à partir de là, on fait une expertise. Donc voilà, notre souci d'exhaustivité, il existe, notre souci de réalisme économique, il existe, et via la délibération que présente Henri sur l'indexation. Et s'il y en a qui passent à travers les trous de la raquette, évidemment, nous veillons à ce qu'ils puissent être rattrapés, et auquel cas nous émettons un titre de recette correctif sur l'année... Oui, mais c'est ce que je viens de dire. sur l'année en cours. Voilà, donc on rattrapera le cas échéant s'il y a quelques trous. Nul doute que l'observateur attentif de l'économie que vous êtes ne manquerait pas éventuellement, bien entendu, de porter à ma connaissance quelques failles qui pourraient subsister. M. Gadeau me dit que les mises à jour sont faites à partir des CERFA envoyées par les entreprises qui posent des enseignes et pubs. C'est ce que j'appelle un impôt déclaratif. Effectivement, ils sont censés faire une déclaration. Depuis la mise en place, on n'a pas eu de contestation, on n'a pas eu de faille dans le renouvellement des CERFA. D'ailleurs, s'il y avait un non-renouvellement, on irait vérifier. On a fait quelques petits compléments de ci, de là, compte tenu effectivement du fait qu'on ait eu à connaître. Et voilà, donc je crois avoir à peu près répondu à votre question, qui se valait plutôt un témoignage et un rappel à l'ordre pour dire que si l'aventure, tel ou tel chef d'entreprise ou commerçant de cette ville estimait que s'il paye la taxe locale sur la publicité extérieure, il voudrait bien que tout le monde paye la même dans les mêmes conditions, ben voilà, je peux vous rassurer à cet égard. Voilà, merci. Je n'ai pas été saisi d'autres demandes d'intervention. Il y a des votes contre, des abstentions. Vous abstenez sur les nouveaux barèmes ? Pas sur les nouveaux barèmes. Sur les taux de la raquette ? Il n'est pas de bon ton que vous fassiez quelques dénonciations que ce soit en plein conseil municipal. Vous ne manquerez pas de me la faire, monsieur le censeur fiscal. Des commerçants et artisans, voilà. Voilà, bien, ok, donc c'était adopté à la majorité, moins 3 abstentions. Monsieur Gadeau, puisque vous avez bien commencé, je vous invite, puisque Madame Reifers n'est pas disponible aujourd'hui, à nous honorer de votre présentation des rapports 7, 8, 9. Merci, Monsieur le maire. Rapport numéro 7, cession des terrains, angle rue Pierre-Mendès France et Stephenson pour la construction d'un site funéraire. C'est une délibération qui est déjà passée, qui a subi des corrections à la demande du notaire qui représente Monsieur Collet. Monsieur Collet avait changé de dénomination, c'est pour ça qu'on avait déjà fait des corrections. Et là, je pense que c'est la définitive qui passe. Ça a été expliqué en commission travaux. Le suivant, rapport numéro 8, désaffectation et déclassement du terrain angle rue Lamartine et allée Bossuet. C'est un terrain appartenant à la ville qui se trouve enclavé dans toute la zone Villogia du quartier de la Martinoire. Villogia va construire à la fois des maisons et quelques logements collectifs. Donc nous cédons ce terrain à Villogia. Sur le rapport numéro 9, cession d'une parcelle communale rue Georges Philippot, c'est 3 riverains de la rue du Breuil qui nous ont demandé de pouvoir bénéficier, en achetant bien sûr, des terrains mitoyens à leur propriété, sur l'arrière de leur propriété. Nous avions une grande parcelle, nous l'avons découpée en 4. 3 parcelles ont été attribuées aux personnes du 36, 38 et 40 rue du Breuil.
et le bout de parcelle est resté propriété mairie. Ça se trouve le long du parc urbain. Ça ne crée pas de gêne. J'en ai terminé, monsieur le maire. Très bien, ok, Monsieur Collet n'a pas changé de dénomination. Il est passé par une SCI au lieu de le faire en nom personnel. Et s'agissant de la Martinoire, il s'agit de la désaffectation et du déclassement, et non pas de la vente, je le dis, puisque nous reviendrons en conseil municipal dès lors qu'un accord sera intervenu sur le prix ultérieurement. Voilà, je n'ai pas été saisi de demande d'intervention, puisque la demande de M. Ricci a été retirée. Donc je pense que je peux mettre aux voix collectivement ces 3 délibérations. Des votes contre? Des abstentions? Elles sont donc adoptées à l'unanimité. Merci. Monsieur Reifers-Gadot. Oui, on peut quand même faire un peu d'humour de temps en temps. Nous en arrivons, Monsieur Charles, à votre rapport, le rapport numéro 10. Merci, Monsieur le maire. Alors, depuis 2017, une délibération avait fixé une tarification pour les entrées au gala de danse des élèves du Conservatoire de musique et de danse. Comme ces galas font à présent partie intégrante du cursus artistique, il ne paraît plus opportun aujourd'hui de faire supporter ce surcoût aux familles. L'entrée au gala de danse sera donc désormais gratuite. Nous proposons d'abroger cette délibération numéro 27 de 2017. J'en ai fini, monsieur le maire. Merci, Monsieur Charles. Voilà une délibération particulièrement opportune, et donc il y aura un contraste entre un élu qui veut taxer et quelqu'un qui prône la gratuité, mais c'est un hasard de circonstances. Donc pour la gratuité proposée pour les galas de danse par Monsieur Charles, je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Des votes contre? Des abstentions? Bon, on est tous d'accord pour la gratuité, alors. Donc voilà, merci. Vous allez être très populaire, Monsieur Charles, au gala de danse. D'ailleurs, je vous donnerai procuration pour me remplacer, ce serait très bien, au gala de danse. Monsieur Delphos, vous aussi, vous avez quelques menus monnaies à distribuer. Rapport 11 à 13. Les 3 rapports suivants concernent les propositions de subventions exceptionnelles qui viennent compléter les subventions. Voilà, ça sera mieux avec votre micro. Oui, ça va mieux? Ouais. Oui, je vous le confirme. Les 3 rapports suivants concernent des propositions de subventions exceptionnelles qui viennent compléter les subventions de fonctionnement votées pour les clubs sportifs. Comme vous le savez, ces dernières sont indexées sur les résultats de l'année précédente et ne prennent pas en compte les situations exceptionnelles rencontrées en cours de saison. 3 demandes complémentaires ont été reçues au titre de la saison 2022-2023. Le club de gym La Patriote a réussi à qualifier plusieurs équipes en finale nationale. La Gym Janzé a eu l'opportunité de développer ses créneaux sport et handicap avec de nouveaux partenaires. Le club de plongée a dû réparer la station de gonflage de ses bouteilles. L'administration municipale propose donc de soutenir ces projets à hauteur de 25% de leur coût total respectif, c'est-à-dire 1 380 € pour la Patriote Gymnastique, 860 € pour l'association amicale Janzé Gymnastique et 980 € pour les dauphins Waterloo plongée. J'en ai terminé, monsieur le maire. Merci, monsieur Delphos. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Je pense que chacun comprend l'intérêt de cette participation qui se fait sur la base d'une participation de la ville, certes, mais aussi d'une contribution des clubs. Voilà, nous aidons, nous ne faisons pas la place d'eux. Bien, pas de vote négatif, pas d'abstention. Ils sont donc adoptés à l'unanimité. Merci. Alors, avant de passer au rapport numéro 14, comme ça figure dans l'ordre du jour, je vais passer la parole à monsieur Benjamin Cailleret, conseiller municipal délégué chargé de la santé, de l'action sociale et des nouvelles solidarités, et par ailleurs vice-président du Centre communal d'action sociale, pour nous présenter la mise en œuvre d'une expérimentation territoriale pour laquelle notre ville a été retenue, visant à réduire le non-recours aux droits sociaux. C'est une mutation extrêmement importante, largement financée par l'État pour des montants significatifs, mais vous en parlerez davantage dans un instant, qui est le fruit d'ailleurs de la mobilisation de M. Cailleret, mais aussi des services auxquels je veux rendre un hommage tout particulier, parce que peu de communes ont été bénéficiaires de ce soutien de l'État, et notamment dans notre région, et Waterloo en fait partie pour des montants, comme je le disais, significatifs. Je vous laisse le soin de l'annoncer. Une projection numérique sera en accompagnement de cette présentation. Monsieur Cailleret, je vous passe la parole.
Merci Monsieur le maire, chers collègues. Effectivement, un beau projet pour les Wattrelousiens, le projet territoire zéro no recours. Derrière tous ces mots, qu'est-ce qu'on dit? On parle effectivement du non-recours aux droits sociaux, qui est un enjeu majeur au niveau national et particulièrement au niveau de Wattrelos, de pouvoir faire en sorte que chacun puisse bénéficier de ses droits. Le projet, comme vous l'avez évoqué, Monsieur le maire, peu de lauréats, 39 sur le territoire national et les Outre-mer, dont 10 qui ont été financés pour les 3 années. Et dans ces 10, nous avons Wattrelos, voilà, qui sera financé à hauteur de 415 000 € pour cette expérimentation. Voilà, ce projet effectivement axé sur l'accès aux droits sociaux, l'accès aux soins aussi, qui est un enjeu majeur, et un accent aussi sur les personnes qui sont en situation de handicap. Vous voyez donc sur cette carte de la France, Wattrelos qui est le numéro 29 et Lille pour le département qui est le numéro 28. Donc voilà. Ensuite, pour ce projet, donc, de quoi on part? On part d'un diagnostic qui a été réalisé dans le cadre de l'analyse des besoins sociaux, mais aussi dans le cadre de la CTG, avec un taux de pauvreté de 21% sur notre commune, avec 14% pour ce qui est du taux de chômage. Et après une enquête que nous avons réalisée dans le cadre de l'écriture de cet appel à projet, on a à peu près 50% des personnes qui indiquent qu'ils ne savent pas réaliser leur démarche seuls sur informatique. Donc là, vous allez le voir dans les actions, l'enjeu du numérique est important. Une mission, favoriser sur notre territoire l'accès aux droits, avec 19 actions qui pourront répondre à cet objectif. Une problématique sur notre ville, une désertion des institutions, la fin de permanence, voilà, on l'a vu, après le Covid, malheureusement, on a pas mal de permanences qui ont déserté notre commune, notamment sur les mairies annexes. Le CCAS de Wattrelos et ses équipes qui se retrouvent en première ligne, donc voilà, peu importe que ce soit une problématique au niveau de la CAF, au niveau de la CPM, de la CARSAT et autres, la première personne qu'on vient voir, c'est l'agent d'accueil du CCAS qui oriente derrière. Donc la mairie de Wattrelos, son CCAS qui est la porte d'entrée. On s'est fixé dans le cadre de cet appel à projet 3 objectifs dans notre écriture. Le premier, lutter contre la méconnaissance quant aux droits sociaux et de santé, lutter contre l'isolement social, lutter contre la stigmatisation, le sentiment de honte, l'autocensure que peuvent avoir certaines personnes quand il s'agit de demander de l'aide. Je vais vous présenter les 19 actions que j'ai regroupées par thématique. Une première qui est la mobilité, qui est un enjeu essentiel pour accéder à ces droits, de pouvoir se déplacer. La première action, une mobilité facilitée par des vélos-taxis. Donc voilà, on aura un réseau de vélos-taxis gratuits sur la ville, sous conditions, qui seront fléchés dans le cadre des comités de pilotage qu'on va conduire, notamment pour cet appel à projet. On aura 3 vélos qui vont arpenter la ville 2 jours par semaine pour amener les personnes à leurs rendez-vous médicaux, au rendez-vous par exemple à la mairie de Wattrelos et autres. Accompagner aussi les personnes vers et dans les transports en commun avec des services civiques, avec Ilevia, Mobilimel comme partenaire. Quelqu'un qui aurait aujourd'hui des appréhensions de se dire voilà, moi j'habite dans tel endroit de la ville, je dois me déplacer en transport en commun pour aller travailler, pour aller réaliser une démarche, j'ai peur, je ne sais pas comment faire. On leur explique, on les informe, mais aussi on peut les accompagner dans les transports en commun, faire cet itinéraire avec eux pour les rassurer et puis ensuite les rendre autonomes. Un axe important, comme je l'évoquais, la fracture numérique, avec plusieurs actions qui ont été financées, des bornes numériques inclusives. Quand on dit inclusive, c'est accessible aux personnes en situation de handicap, qui seront situées dans la mairie du centre et nos 2 mairies annexes du Sapin-Vert et de Beaulieu, avec un accompagnement dans l'utilisation. C'est bien de mettre des bornes numériques, c'est un outil intéressant, mais il faut des personnes pour accompagner, pour aider, et puis aussi au fur et à mesure travailler cette autonomie. On va doter aussi les agents d'outils numériques portatifs. Ça paraît simple, mais ça a un coût et aujourd'hui, ça va être quelque chose d'essentiel pour nos agents. Ils se déplacent beaucoup à domicile. Je regarde ma collègue Michel Coquel, chez les personnes, notamment chez nos personnes seniors. On a besoin d'aller au domicile. On peut aller avec les outils adaptés pour pouvoir réaliser toutes les démarches. Des ateliers numériques avec un partenaire qu'on a identifié qui s'appelle Emmaüs Connect. Ces ateliers auront vocation justement à sensibiliser les personnes. Ça peut être à comment on fait ces démarches en ligne, mais ça peut aller plus loin par aujourd'hui les réseaux sociaux, comment on peut appréhender les réseaux sociaux, quels sont les dangers, quels sont les avantages, voilà, sensibiliser aux différents comportements. Dans ce cadre aussi, on aura un financement sur les portails numériques inclusifs pour la ville
et le CCAS. Et je précise bien pour la ville parce que c'est un projet qui a été écrit par le CCS avec les équipes, vous l'avez souligné monsieur le maire, mais qui est aussi en partenariat avec la ville. Donc il y aura un comité de pilotage qui sera conduit entre ville et CCS qui sera important. Ces portails numériques inclusifs permettront d'effectuer des démarches, peut-être un portail famille, voilà, c'est des choses qu'on est en train de travailler, qu'on doit flécher. Donc voilà pour la fracture numérique. D'autres enjeux importants, lutter contre les exclusions, la stigmatisation. Des outils de communication en FALC. Alors le FALC, qu'est-ce que c'est? C'est le facile à lire et à comprendre. Ça permettra d'informer sur les aides, sur les droits, sur toutes les démarches. On travaille sur des formes visuelles, graphiques, faciles à comprendre pour des personnes qui ont des difficultés par exemple avec la lecture, avec la compréhension du français. Tous les courriers aussi, pour les impayés d'eau, de loyer, énergie, seront aussi réalisés en FALC, ce qui permettra de sensibiliser les personnes et de lutter contre le non-recours aussi, parce que si on ne comprend pas le courrier qu'on a reçu à la maison, c'est difficile d'accéder derrière aux aides qui peuvent être proposées. Une démarche de aller vers qui se décline en 3 points, avec des maraudes qu'on réalisera en ville, avec du porte-à-porte directement au domicile des gens, et dans les supermarchés de la ville, ça peut paraître un peu incongru de parler des supermarchés, mais c'est des points de rencontre hyper importants pour les Wattrelousiens. Pour les maraudes en ville et le porte-à-porte, ce sera avec l'aide de services civiques, voilà, qu'on va mobiliser dans le cadre de cet appel de ce projet. Et dans les supermarchés, on ira avec les partenaires institutionnels, donc on mobilisera certaines institutions, ça peut être la CAF, la CARSAT, la CPAM, qui viendront avec nous dans les supermarchés pour informer les personnes. On continue avec les écrivains publics. Un enjeu important dans pouvoir engager, donc là via de la prestation des écrivains publics sur notre territoire qui pourront aider à réaliser les démarches mais aussi informer. C'est vraiment important, ça viendra en complément aussi de ce que font nos équipes quotidiennement au pôle des solidarités. Des ambassadeurs du droit. L'idée c'est de créer un réseau d'habitants, sensibiliser, informer, former pour devenir des ambassadeurs dans leur quartier, de pouvoir aussi dans les halls d'immeubles, avec le voisinage, de parler d'accès au droit. Ces personnes-là, elles seront accompagnées par nos professionnels. Des temps collectifs d'information qui seront proposés aux habitants via des ateliers ludiques. Les réunions d'information collective collégiales, c'est bien, mais de travailler aussi sur des formes un peu plus ludiques, un peu plus accessibles, ça permet de sensibiliser plus largement les publics et toujours avec les différents partenaires. Lutter contre l'illettrisme, je l'évoquais tout à l'heure quand je parlais du facile à lire et à comprendre. Ce repérage et cet accompagnement pour les personnes qui sont en situation d'illettrisme, il va être fait avec tous les partenaires. C'est-à-dire que demain, le pharmacien sera sensibilisé, le médecin, et il pourra venir vers nous dans le cadre d'un accompagnement qu'on pourrait déclencher. On a identifié déjà 2 associations partenaires qui pourraient faire des cours aussi d'alphabétisation sur la commune. Lutter contre la stigmatisation en améliorant l'accueil des familles, notamment au sein du CCAS de Wattrelos, avec un espace pour les enfants, et aussi en améliorant la confidentialité pour les rendez-vous avec les professionnels. Le partenariat, quelque chose d'important dans le cadre de ce projet, il y aura des temps d'échange qui seront réalisés entre professionnels, donc c'est vraiment la mise en place d'un réseau et d'échange de données. Aujourd'hui, il y a certaines sacralisations des situations. On l'a vu durant le Covid, notamment monsieur le maire lors de la distribution des colis alimentaires. Aujourd'hui, dans le cadre de ce projet, on sera accompagné par l'État qui impulsera le fait de pouvoir échanger des données entre le CCS, entre la CAF et notamment, mais aussi les autres institutions via une plateforme, via des outils. Formation et immersion des professionnels. Pour les professionnels qui travaillent sur le territoire, de pouvoir faire des immersions. Je prends l'exemple d'un professionnel du CCS qui partirait 2 jours à la CAF en immersion, où il serait formé, où il pourrait voir comment travaillent les collègues à la CAF pour mieux comprendre leur façon de fonctionner et aussi derrière qu'on puisse mieux orienter les publics. Donc c'est cet exemple, mais ça peut être aussi dans l'autre sens. Un professionnel de la CAF qui viendrait au CCAS, un professionnel de la CAF qui ira à la CPM. Donc on sera pilote de tout ça. Informer les professionnels de proximité, j'en parlais à demi-mot tout à l'heure, repérage, relais, c'est important. On a des personnes qui vont au domicile, les libéraux, les aides à domicile, on a les médecins, on a les pharmaciens aussi qui sont des points de contact pour la population, et de pouvoir informer ces personnes-là sur l'accès aux droits, de mieux les sensibiliser, leur donner les outils et aussi les sensibiliser au fait de venir vers nous
pour accompagner ces personnes-là, ce sera un point qui sera très important. Et enfin, on fait une petite mosaïque des quelques partenaires qui sont quand même nombreux de ce projet, notamment l'État qui finance ce projet, la CAF et la MSA qui étaient les partenaires qu'on devait solliciter pour l'écriture de cet appel à projet. Et puis vous voyez tous les autres, on parle de partenaires institutionnels mais aussi de partenaires locaux, les centres sociaux, Horizon 9, le CLIC, qui seront des partenaires essentiels. Donc voilà, monsieur le maire, chers collègues, un beau projet pour les Wattrelousiens, un beau projet pour l'accès au droit, pour répondre à des enjeux qu'on a pu flécher dans le cadre de nos différentes analyses de notre territoire récemment. Voilà, merci. Bien, merci, monsieur le vice-président, monsieur le conseiller délégué pour cette présentation. Le sigle est affreux, comme beaucoup de sigles des pouvoirs publics, le territoire zéro non-recours. Mais ça répond simplement à une volonté. Quelqu'un qui a des droits, mais qui ne les fait pas valoir, doit pouvoir les faire valoir et on va l'aider à ce qu'il puisse les faire valoir. Voilà. Et c'est clair aujourd'hui que la dimension numérique des inscriptions sur fichier, des entrées en contact aussi avec les administrations rebute un certain nombre de nos concitoyens et on ne peut pas faire reculer la pauvreté, la difficulté sociale, notamment pour les aînés, chère Madame Coquel, si d'aventure on ne les accompagne pas dans leur démarche administrative. Nous le souhaitions. L'État nous en offre la possibilité, on le fera. Et donc c'est une belle opération, une belle opportunité. Encore une fois, bravo aux équipes pour leur mobilisation. Chacun aura compris que c'est un dossier porté par le CCAS, mais qui interfère aussi avec la ville, puisque c'est un partenariat avec la ville. Et que d'autre part, pour ceux qui ne le savent pas et qui nous écoutent, le CCAS, le Centre communal d'action sociale, est un établissement public de la ville présidé par moi-même et vice-présidé, donc en l'occurrence par Benjamin Cayré. Nous avons pensé qu'au-delà des discussions que nous avons au conseil d'administration du CCAS, dans sa diversité, il nous paraissait important que l'opinion publique et puis l'ensemble de nos concitoyens puissent être informés par cette communication et en même temps l'ensemble de notre conseil municipal, là aussi dans sa diversité. Voilà, merci M. Cayré. Puisque nous reprenons donc le cours de nos discussions, il s'agissait d'une communication, il n'y a évidemment pas de vote là-dessus puisque c'est déjà adopté. Rapport numéro 14, Madame Emeline Boite-Debar. Oui, j'ai donné les deux noms. Merci, monsieur le maire. Suite à l'effondrement d'une partie des locaux de la LPA en 2021, il est apparu nécessaire de trouver rapidement une solution pour permettre à la LPA de pouvoir fonctionner à nouveau, notamment dans ses fonctions de refuge, mais aussi de fourrière animale. Le 9 février 2023, le conseil municipal avait délibéré pour approuver les projets de périmètre et de statut d'un syndicat intercommunal à vocation unique. Le 20 juillet 2023, la préfecture a établi un arrêté préfectoral pour pouvoir valider la création de ce syndicat intercommunal. Donc pour faire suite et comme le veut la procédure, nous devons en fait de désigner les membres du conseil municipal qui siégeront au sein de ce comité syndical. Nous vous proposons donc comme délégués titulaires, donc 3 délégués titulaires, qui seraient donc moi-même, Monsieur Sébastien Fitaman et Madame Myriam Lestienne. Et en délégué suppléant, il y aurait donc Monsieur Henri Gadot, Monsieur Vessal Kiraz et Madame Sophie Félix. Merci Monsieur le maire. Merci Madame. Alors donc voilà, sur cette délibération, je vous remercie de votre implication sur ce dossier qui était important. Et on a été dans les premiers à se bouger sur ce dossier avec nos voisins de Tourcoing notamment. Et donc aujourd'hui, ça y est, on est à la mise en place, et une mise en place tellement importante pour l'ensemble de ces communes. Alors mes chers collègues, nous devons voter sur cette liste de noms, titulaires et suppléants. On peut évidemment le faire à bulletin secret, néanmoins, je peux demander au conseil municipal, je peux vous inviter à éviter de recourir au scrutin secret, et ça voudrait dire que vous puissiez en être d'accord. Quelqu'un réclame-t-il le vote à bulletin secret? Non. Bon, dès lors, puisqu'il n'y a aucun vote contre, aucune abstention, je peux donc mettre aux voix cette délibération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Elle est donc adoptée à l'unanimité. Merci.
Madame Desjardins, nous avons le rapport numéro 15. Merci, Monsieur le maire. Alors, cette délibération concerne les ouvertures dominicales. Donc, la MEL nous accorde 8 ouvertures dominicales, donc 7 communes au territoire national. Les 7 communes au territoire national sont les 2 premiers dimanches qui suivent les soldes, le dimanche de la rentrée précédant la rentrée des classes et les 4 dimanches précédant Noël. En ce qui concerne le jour volant, on a choisi le 29 décembre puisque le nouvel an se fait le mardi suivant. Ça, ce sont pour les commerces de détail. En ce qui concerne les concessionnaires automobiles, ils ont retenu 5 dates. Alors, 5 dates, ça sera le 14 janvier, 17 mars, 16 juin, le 15 septembre et le 13 octobre. Ça, ce sont des dates nationales. Par contre, il y a un concessionnaire automobile de Waterloo qui nous a demandé une ouverture supplémentaire, puisqu'il a le droit, et il a désiré avoir la date d'Eberlouf. Donc, on voudrait savoir si c'est possible, si tout le monde serait d'accord aussi pour cette date. Pourquoi la date d'Eberlouf? Monsieur Ritchie pourrait répondre. Non, c'est pas la peine, ne tentez pas le diable. Enfin, si je puis dire, vous ne l'êtes pas non plus, je vous rassure. Voilà. Donc, en ce qui concerne la décision de la ville, donc il y aura bien 8 ouvertures dominicales pour les commerces de détail et 6 pour les commerces automobiles. Voilà, j'en ai terminé, monsieur le maire. Merci, madame. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention sur ces ouvertures dominicales qui sont très raisonnables et qui sont concertées. Bon, voilà. Donc, s'il n'y a pas de vote contre et pas d'abstention, c'est donc... Oui, pardon. Le groupe Rassemblement National... Pourquoi? Bon, 2 abstentions. Bon, tac. Vous avez noté? OK, donc... Allez, poussez votre bouton. Hein. Allez. Vous avez le droit de vous expliquer sur votre vote. Hein. Contre tout, le problème, c'est que dans les grands magasins, les salariés, le dimanche, c'est aussi fait pour profiter de faire du sport ou profiter pour s'occuper d'associations et qu'à un moment, le salarié, il n'y aura peut-être pas le choix, on va l'obliger à travailler le dimanche. C'est plus ça. Voilà. Il ne faut pas que ça devienne systématique, les dimanches et dimanches et les dimanches. Je pense que c'est loin d'être systématique, puisque précisément, il s'agit, en accord sur le territoire de la métropole, de se concerter sur quelques dimanches sur l'année pour pas que ça devienne systématique. Et pour encadrer le dispositif, il vaut mieux réguler que de subir, et pour ne pas se trouver dans ce type de situation. Donc vous devriez plutôt approuver cette délibération que de la rejeter. Madame Dujardin, vous voulez rajouter? Ce sont des dates qui sont proposées, mais qui ne sont pas obligatoires pour les commerçants de les respecter. Voilà. Oui, mais alors il faut savoir que les salariés ne sont pas obligés. C'est sur le volontariat. Vous avez eu la parole. On ne fonctionne pas comme ça au Conseil, parce que vous êtes tout jeune, tout nouveau, tout beau. Enfin, presque. Voilà, c'est donc... N'en rajoutons pas. Donc, je vous ai donné la parole, la réponse de l'adjoint. Maintenant, on vote. Bon. Donc, alors, les deux... on vote. On a déjà voté, d'ailleurs. Les 2 abstentions ont déjà été notées. Donc, on en arrive à mes délibérations. J'ai 3 rapports, une communication, et puis après, on aura une question orale. Enfin, pas une question orale. Donc d'abord, les rapports 16 et 17. Le 16, c'est la décision modificative numéro 2. La DM2 est très modique, comme ça a été présenté en commission des finances. En investissement, elle se doit, parce que nous avons le souci de la sincérité budgétaire, de remplacer par l'emprunt une recette qui était prévue et que nous n'aurons pas. Car il s'agit d'un permis de construire qui n'a pas encore été déposé. S'il n'a pas été déposé, par nature, il n'a pas été délivré, et donc ça n'ouvre pas droit à la subvention de l'État comme nous l'avions pensé en début d'année. Donc il vaut mieux corriger le document budgétaire au nom de la sincérité budgétaire, c'est une bonne pratique. En fonctionnement, ce ne sont que des virements de crédit en dépenses qui ne modifient pas l'équilibre budgétaire puisque le solde est à 0. Les dépenses concernées visent d'une part à financer l'inflation des dépenses d'alimentation. D'autre part, le surcoût que représente la revalorisation du forfait pour les écoles privées que nous avons voté au printemps. Et enfin, les subventions à verser compte tenu précisément des délibérations qui ont été votées. Voilà pour la DM2, c'est le rapport numéro 16. Je traite du rapport numéro 17 dans le prolongement. Il s'agit de la désignation des membres
compte tenu de la modification du conseil et des appartenances, désignation des membres, disais-je, dans les commissions municipales, consécutivement à la démission de M. Jean-François Soyer de son parti, ainsi qu'à sa volonté de siéger en non-inscrit, il convient de modifier la composition des listes afin de maintenir l'expression pluraliste des élus et notamment de tenir compte du fait que M. Soyer souhaite siéger dans la totalité des commissions. En conséquence, l'administration municipale propose au conseil municipal de remplacer M. Godeau Eddy par Mme Faracci Marjorie à la commission développement durable, urbanisme et travaux, d'ajouter M. Godeau Eddy à la commission finances, économie et administration générale, d'ajouter M. Soyer Jean-François à la commission développement durable, urbanisme et travaux, la commission culture et vie festive et la commission éducation, jeunesse et sport, c'est-à-dire partout, comme je le disais il y a un instant. De porter à 13 le nombre des membres de la commission développement durable, urbanisme et travaux et de la commission finances, économie et administration générale. De porter à 12 le nombre des membres de la commission culture et vie festive et de la commission éducation, jeunesse et sport. Pardonnez-moi pour cet aspect rébarbatif, mais il n'y a pas d'autre manière que de vous présenter les choses ainsi que je viens de vous le faire. Voilà. Sur ce, on votera ultérieurement sur ce rapport numéro 17. J'ai été saisi, s'agissant du rapport numéro 16 sur la DM2, d'une demande d'intervention du groupe Rassemblement National Waterloo et de M. Eddy Godeau, sauf à ce que vous la retiriez compte tenu des éléments de réponse qui vous ont été fournis juste avant. Non, vous la maintenez? Oui, je vous en prie. Alors, allez-y. Je vous passe la parole. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, apparemment, Monsieur le maire, vous contractez un emprunt de 400 000 € pour compenser cette perte de subvention et vous créditez le restant en dépenses imprévues. Ben oui. Or, l'article 2322-1 du Code général des collectivités territoriales spécifie, je cite, « Les dépenses imprévues inscrites à la section d'investissement ne peuvent être financées par l'emprunt ». Pourquoi ce prêt n'est pas de 255 000 €? Pour les modifications en dépenses de fonctionnement, sauf pour les subventions exceptionnelles allouées à nos clubs sportifs, ainsi que le crédit spécifique pour l'association Quartier Citoyen Waterloo, puisque nous avons voté pour ces précédentes délibérations, nous vous rappelons que l'article L2322-2 du CGCT précise, je cite, « Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire à la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense. Le maire rend compte au conseil municipal avec pièces justificatives à l'appui de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération. Nous ne pouvons que constater qu'il n'y a aucune pièce justificative annexée à cette délibération pour les dépenses C110 restauration municipale et C500 école. Par conséquent, Monsieur le maire, nous voterons abstention sur cette décision modificative numéro 2. Ah là là là, bah ça promet, hein, dites donc. Vous avez acheté ça récemment pour votre anniversaire, le Code général? Bah écoutez, si vous y passez toutes vos soirées, vous devez bien dormir. Hein, bon, voilà. Alors, deux remarques. La première, s'agissant de la recette de 255 000 et de la section d'investissement, ça a été dit tout à l'heure, je l'ai dit rapidement, je le redis. Il s'agissait d'une aide de l'État qui devait être versée dans le cadre du plan de relance de l'État, du plan de relance à la construction, et qui était lié à la fois à la construction d'un certain type de logement et à une certaine densité. Ce programme qui était annoncé a été reporté dans l'année parce que nous avons demandé avec Zora Reifers, notamment l'adjointe à l'urbanisme, qu'il soit révisé. Et donc, d'évidence, le permis de construire ne sera pas déposé avant la fin de l'année, donc la recette n'a pas de raison majeure de continuer à figurer dans nos comptes. Et si elle avait figuré dans nos comptes, on aurait pu très bien l'y laisser. Et auquel cas, au 31 décembre, elle serait morte, si je puis dire, de sa non-existence, où nous aurions éventuellement reporté le crédit s'agissant de la section d'investissement. Mais par souci de sincérité budgétaire, on l'a fait disparaître. Pourquoi ? Parce que malgré tout, cette recette peut nous manquer parce qu'il nous arrive aussi d'avoir à faire face à des dépenses imprévues. Les dépenses imprévues, c'est leur nature qui compte, ce n'est pas le mode de comptabilisation. Leur nature, c'est des dépenses qui n'étaient pas prévues en cours d'année. Nous avons obtenu au cours de l'année l'ouverture d'une classe pour enfants autistes à Janzé. Nous devons équiper cette classe dans du matériel qui est relativement coûteux. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Je vais dire à l'Éducation nationale, Madame l'inspectrice, nous n'avons pas inscrit au budget la somme nécessaire puisque nous ne savions pas que nous allons avoir l'autorisation, donc on ne peut pas ouvrir cette classe pour enfants autistes à cet automne.
Et donc, vous reviendrez l'année prochaine. Ce n'est pas exactement la conception que nous avons. Nous avons eu quelques fuites à la toiture de l'OMEP. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit, attendez, on arrête qu'il pleuve. Et donc, on va essayer de faire en sorte justement que la pluie cesse et on attendra l'année prochaine. Non, nous avons donc décidé d'intervenir dans l'urgence. Il y va aussi de la sécurité des personnes qui pouvaient glisser. Et je suis responsable, évidemment, de cette sécurité-là. On a aussi une opportunité sur l'achat d'une pelleteuse. Bon, bref, tout cela pour dire que l'inscription en dépenses imprévues n'est que simplement le creuset d'équilibre, si je puis dire, des dépenses et des recettes, et cela ne restera pas très longtemps sur cette ligne-là, qui est par nature, en matière comptable, un compte de passage, avant que de financer des opérations qui, elles, n'étaient pas prévues, mais qui vont pouvoir s'inscrire dans le cadre de l'équilibre budgétaire, de l'action budgétaire de l'année. Sur le fonctionnement, les dépenses imprévues ont vocation, et c'est d'ailleurs, mais ça va changer d'ailleurs, on se donnera rendez-vous au Conseil de décembre, puisque nous allons basculer dans un autre mode de comptabilisation. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des collectivités locales. La M57 va entrer en application à partir du 1er janvier. Donc le bouquin que vous avez acheté, il va être périmé au 1er janvier. Donc commandez la prochaine édition, puisque nous allons voter ensemble le règlement budgétaire et financier qui va régir justement les conditions d'inscription de nos différentes écritures, en dépenses et en recettes, en fonctionnement et en investissement, les modalités de présentation des comptes, enfin bref, il y a une normalisation liée à la mise en place de la procédure comptable M57 qui va intervenir. Pour l'heure, jusqu'à présent, dans la procédure actuelle, les dépenses imprévues servent de creuset pour accueillir l'excédent de fonctionnement capitalisé en fin d'exercice. Et heureusement d'ailleurs, parce que si nous n'avions pas cet excédent de fonctionnement, nous n'aurions plus d'excédent en fin d'année et nous n'aurions pas de trésorerie et nous nous retrouverions en situation difficile. Donc avant de dénoncer une ligne, il faut savoir ce qu'on fait lorsqu'on a affecté les excédents de la fin d'exercice lors du compte administratif, l'argent en question, il est fléché sur les dépenses imprévues. S'il y a des besoins d'ici la fin de l'année, on va prélever sur ces dépenses imprévues. Sinon, ce sera le creuset de l'excédent structurel de nos comptes qui sera reporté d'une année sur l'autre et qui assure la stabilité financière de la ville. Mettez un terme aux dépenses imprévues, vous mettrez votre commune en situation d'instabilité financière avec tous les risques que ça comporte. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, pardonnez-moi d'être un peu précis, mais il se trouve que c'est mon métier, que c'est ma fonction, et je me permets donc dans ces conditions-là de vous inviter à la modération sur ces déclarations intempestives. On a le droit d'être en désaccord, bien sûr, c'est la démocratie, mais sincèrement, vous gagneriez beaucoup de temps à vous intéresser à d'autres choses, plutôt qu'à vous intéresser au mode de comptabilisation. Ça n'est peut-être pas votre préférence à vous, mais celles et ceux ou celui peut-être qui vous dit qu'il faut aller dans cette direction-là, moi je vous le dis, il vous incite à perdre votre temps. Ça peut évidemment m'arranger, mais je trouve que ça fausse la nature du débat démocratique. J'ai donc obtenu que vous vous reteniez en abstention sur la DM2, sur la délibération numéro 16. Il y a des... Oui, voilà, allez, rajoutez si vous voulez. Non, je ne veux pas rajouter. Je veux simplement que c'est pas ce que j'ai dit. En fait, vous retournez la situation, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement qu'il est écrit dans le CGCT que les dépenses, le financement en investissement de dépenses imprévues ne peut pas être financé par l'emprunt. Je vous pose la question. Voilà, là c'est ce que vous faites. Elles ne le sont pas dans la balance générale des comptes. Le compte administratif ne reprend pas que ces trois lignes-là et l'ADM ne finance pas que ces trois lignes-là. Et vous avez une somme globale de la section d'investissement et vous verrez bien que l'emprunt ne va pas financer les dépenses imprévues, monsieur. Voilà. Donc c'est simplement une écriture d'équilibre sur la section de fonctionnement sur une décision modificative. Vivement qu'on soit en commission des finances, ça vous évitera de vous illustrer dans des débats sans fond en plein conseil municipal qui doit certainement passionner beaucoup de nos concitoyens. Alors, abstention, vote pour, monsieur, le groupe de M. Ritchie, Madame Delannoy, vote pour. Bon, écoutez, ceux qui sont pour le manifeste en levant la main, s'il vous plaît. Merci. Voilà. C'est bon ? Merci. Sur la délibération numéro 17, je suppose que tout le monde est d'accord ?
Je salue l'arrivée de M. Chayani, je ne l'avais pas vu arriver tout à l'heure. M. Croigny avait bien voté à votre place tout à l'heure, je le précise. On en arrive au rapport numéro 18, s'agissant de la représentation du conseil municipal au conseil d'école du groupe scolaire Jean Massé. Il est proposé de désigner M. Tariq Mekki comme représentant au sein du conseil d'école du groupe scolaire Jean Massé en remplacement de Mme Pamela Guilbert en vertu de l'article L. 21-21-21 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal est invité à décider, le cas échéant, à ne pas recourir au scrutin secret. Donc, est-ce que vous êtes tous d'accord pour qu'on ne vote pas bulletin secret? M. Ritchie, M. Soyer, M. Godeau, Mme Delannoy aussi. Très bien. Donc, je vais vous demander de vous prononcer donc, sur la désignation de M. Mekki, qui est une désignation interne à la majorité municipale, au conseil d'école du groupe Jean Massé. Des votes contre? Des abstentions? M. Mekki, vous avez été élu à l'unanimité. Voilà. Voilà, je n'ai pas été saisi, je disais, de demande d'intervention, donc voilà, c'est terminé. Donc j'ai lieu maintenant, avant de conclure ce conseil municipal, d'informer le conseil municipal du rapport d'observation définitive et de ses réponses de la Chambre régionale des comptes s'agissant de la société anonyme d'économie mixte Ville Renouvelée. En application de l'article L. 211-8 du Code des juridictions financières, la Chambre régionale des comptes Hauts-de-France, au titre de son contrôle de gestion, a analysé l'activité de la Société d'économie mixte Ville Renouvelée, c'est ce qu'on appelle plus communément la SEMVR, pour les exercices 2017 à 2021. Le rapport d'observation définitive a été transmis à la ville de Wattrelos, celle-ci étant actionnaire minoritaire de la SEM. Conformément à l'article, vous voyez, moi aussi je vais citer les articles, à l'article L. 243-6 du Code des juridictions financières, ce rapport doit être présenté pour information à l'Assemblée délibérante, c'est-à-dire à notre conseil municipal. La SEM Ville Renouvelée est le principal outil d'aménagement de la métropole sur son versant nord-est. À Wattrelos, elle a en charge notamment la conduite des opérations du nouveau quartier de l'Hippodrome et du renouveau de celui de la Lénière. Par ailleurs, la SEM conduit aussi des opérations en propre dans les domaines du développement économique, de la construction, de l'immobilier d'entreprise ou encore de la gestion de parcs de stationnement. La Chambre a arrêté ses observations définitives dans sa séance du 8 juin 2023 et son rapport m'a été transmis, je le disais il y a un instant, le 6 septembre dernier. Le contenu du rapport, qui est très technique, peut être synthétisé en 3 points. Premier point, tous les comptes annuels ont été certifiés sans réserve par le commissaire aux comptes. Les ressources de la SEM proviennent pour moitié de la rémunération des opérations d'aménagement et bien que les résultats soient en baisse en 2021, la situation financière est saine, les risques principaux identifiés par la Chambre étant liés aux opérations propres de portage immobilier. Deuxième point. Le fonctionnement interne souffre d'insuffisance, ce qui conduit la Chambre régionale des comptes à faire 2 rappels au droit et 3 recommandations sur lesquelles je reviendrai dans un instant, notamment en ce qui concerne la bonne information des membres du conseil d'administration. Enfin, troisième point, la Chambre régionale des comptes opère un focus sur l'opération principale conduite par la SEMVR entre 2017 et 2021, à savoir l'aménagement de la zone de l'Union sur Tourcoing, Roubaix et Wattrelos. La Chambre constate que cette opération devrait rester à l'équilibre jusqu'à son terme prévu en 2025 et invite la SEM à renouveler son portefeuille d'opérations. Cette invitation est d'ailleurs concrétisée en 2023, je signale, période non couverte par le rapport puisque la SEM vient d'être attributaire de la concession d'aménagement de la Bourgogne à Tourcoing, opération en rue, pour plus de 250 millions d'euros. Au final, il s'agit d'un rapport pleinement rassurant quant à la bonne santé d'un de nos partenaires financiers et opérateurs, rapport en conclusion duquel la Chambre régionale formule 2 rappels au droit, comme je le disais, et 3 recommandations. Je vous les cite pour que l'information de chacun soit exhaustive. Rappel au droit numéro 1, communiquer au commissaire aux comptes l'ensemble des actes susceptibles de constituer des conventions réglementées, conformément à l'article L. 225-40 du Code de commerce. Rappel au droit numéro 2, adresser au conseil d'administration toutes les informations nécessaires à l'accompagnement de sa mission conformément aux dispositions de l'article L. 225-35 du Code de commerce et au règlement intérieur de la société. S'agissant des recommandations, il y en a donc 3. Recommandation numéro 1, poursuivre la fiabilisation des procédures comptables et financières ainsi que la sécurisation des circuits de paiement.
Recommandation numéro 2, prendre les délégations garantissant la sécurité juridique et décisions prises. Recommandation numéro 3, veiller à appliquer une présentation des rapports de gestion garantissant une information cohérente et homogène des résultats de la société sur plusieurs exercices. Voilà, mes chers collègues, je n'ai pas besoin d'être plus long. Ce rapport vous a été communiqué. Nous devons nous prononcer sur cette communication, non pas sur le fond, mais simplement prendre acte du fait que ce rapport vous a été communiqué. Il sera rendu public par les soins de la Chambre après que les conseils aient été chacun saisis. Par pure précaution, je demanderai à Madame Hausson, membre du conseil d'administration, de la CMVR, de ne pas prendre part au vote, même s'il s'agit simplement d'acter une communication. Je ne voudrais pas que cela vous fût reproché, ainsi qu'à moi-même, Madame. Voilà, donc il y a des votes contre, les abstentions. On prend donc acte du fait que cette communication fut faite. Nous en arrivons, avant de clore la séance, nous en arrivons à une question orale de Madame Marjorie Faracci, pour poser la question donc, du groupe Rassemblement National Wattrelos sur les Restos du Cœur. Chère Madame, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, le 3 septembre dernier, l'entrepôt des Restos du Cœur de Wattrelos a été sauvagement vandalisé sur une douzaine de camions. Cet acte condamnable a impacté plus de 20 000 bénéficiaires et demandé une surcharge de travail auprès des salariés et bénévoles. Un élan de générosité à toute échelle a pu heureusement voir le jour grâce aux entreprises particulières et collectivités. En plus de la situation financière déjà compliquée de l'association, ce vandalisme a apporté une nouvelle difficulté, sans compter l'inflation grandissante qui engendre une augmentation des bénéficiaires. Afin d'élargir cette chaîne de solidarité et affirmer le soutien de notre ville pour cette association qui en a grandement besoin, nous souhaitons et demandons à l'administration municipale de consentir à un don à titre exceptionnel. En tant que gestionnaire des deniers de notre ville, nous vous laissons le soin de fixer le montant de cette aide financière. Merci. Bien, merci Madame pour votre question. Et je vais vous rassurer, on ne vous a pas attendu pour bouger et la chaîne de solidarité est déjà passée par Wattrelos. Et vous arrivez avec votre question un peu après la tempête. Je rappelle quand même que ces événements dramatiques ont eu lieu le 2 septembre dernier et que nous sommes maintenant dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Je disais, vous arrivez un peu après la tempête et la chaîne de solidarité est passée par Wattrelos parce qu'en effet, dès le 7 septembre, de mémoire, j'ai reçu ici même, pas dans cette salle, mais à l'hôtel de ville, le directeur général des Restaurants du Cœur et sa directrice financière. Je m'étais rendu sur place avec l'adjoint à la sécurité dès que nous avons appris l'information de cet acte aussi stupide que gratuit d'ailleurs, et particulièrement destructeur, qui risquait de mettre à mal la distribution des repas de la plateforme logistique wattrelosienne jusqu'aux centres locaux. Alors, on va distinguer, pour répondre à votre question, la question des investissements et la question du fonctionnement. Sur la question des investissements, l'état de déshérence dans lequel se trouvaient les Restaurants du Cœur était lié à la destruction quasi complète de 12 véhicules qui assuraient ces livraisons. C'était écrit dans la presse, je peux effectivement le confirmer. Il fallait faire le bilan des capacités à réparer et d'évidence, de l'argent, il en aurait fallu. De l'argent, il en faudrait. J'en ai vite pris conscience. 12 véhicules. 3 véhicules étaient susceptibles, parce que récents, de moins de 10 ans, d'être pris en charge dans leur réparation par l'assureur des Restaurants du Cœur, mais ça ne faisait que 3 véhicules. Un 4e véhicule, j'allais dire, léger, plutôt véhicule de tourisme, mais ce n'est pas du tourisme, c'est de déplacement, a été gracieusement pris en charge par un garagiste wattrelousien de la marque Peugeot, situé sur la zone de Lavelain. Je n'ai pas le droit de faire de pub et de donner de nom.
de manière à pouvoir être remis à disposition des Restos du Cœur assez rapidement. 3 plus 1 égale 4. Il en restait donc 8. 7 véhicules touchés par des réparations, mais qui n'étaient pas pris en charge par les assurances en question, auraient pu s'avérer coûteux pour les Restaurants du Cœur. Je suis donc intervenu dès l'après-midi du 7 auprès du Crédit Mutuel, pour ne pas le citer, après tout, comme il a répondu favorablement, autant le dire. Donc la fondation, mobilisant la Fondation Crédit Mutuel, qui a accepté d'intervenir le jour même à hauteur de montant minimal de 25 000 €, peut-être 30, sur facture, pour prendre en charge la réparation de ces 7 véhicules. Une convention a été signée et donc cette prise en charge interviendra. Il restait un gros camion de près de 120 000 €, TTC, un camion ancien. Tellement ancien qu'il était irréparable. Même en cherchant les pièces, même les spécialistes s'accordaient volontiers à reconnaître qu'il n'était pas réparable. Sauf que ce gros camion, c'est celui qui fait les gros transferts, les gros transits, et donc il est particulièrement indispensable au fonctionnement. L'après-midi même, j'ai donc appelé le président de la métropole européenne de Lille pour lui dire, voilà, il faut 120 000 € pour que les Restaurants du Cœur puissent bénéficier d'un camion neuf. Est-ce que la MEL, puisque c'est une vocation intercommunale, serait prête à intervenir? Sa réponse fut immédiatement oui, avec d'autres partenaires, c'est-à-dire le département et la région. Dans le quart d'heure qui a suivi, j'ai appelé le président du conseil départemental. J'ai dit, est-ce que tu es d'accord pour intervenir à hauteur de 40 000 € en appui de la MEL? Sa réponse fut oui. Le soir même, j'avais envoyé un message à Xavier Bertrand, président de la région, pour lui dire, est-ce que, compte tenu de l'intervention de la MEL, compte tenu du département, la région serait prête à intervenir aussi à hauteur de 40 000 €? Il ne m'a pas répondu immédiatement, il m'a répondu le lendemain à 6h30 du matin, mais sa réponse fut également oui. En termes clairs, j'ai pu appeler le soir même les responsables des Restaurants du Cœur pour dire que cette chaîne de solidarité était passée par Wattrelos, par l'initiative de cette municipalité, pour pouvoir leur apporter 145 000 € en cash, qui lui a permis, par l'intervention du Crédit Mutuel à hauteur de 25 000 €, par la mobilisation des 3 collectivités, MEL, département et région, et par l'intervention généreuse, pas pour 125 000 €, d'un garagiste wattrelousien, de manière à assurer la réparation de l'ensemble de la flotte. Entre deux, nous sommes mobilisés aussi pour assurer des transferts de dépannage, notamment par l'utilisation d'un camion frigorifique que nous avons mis à leur disposition. Donc vous voyez, madame, il y a en matière de réactivité peut-être plus rapide que de poser une question, je veux dire, à un conseil municipal le 18 octobre sur des faits qui se sont produits le 2 septembre et qu'il fallait traiter dans l'urgence, ce que donc nous avons fait. Et je m'enorgueillis au nom de la municipalité que je conduis et de cette majorité que je dirige, d'avoir su mobiliser des énergies pour répondre assez rapidement et mettre les Restaurants du Cœur en situation d'assurer leur livraison. Et j'observe d'ailleurs, sans vouloir faire d'une polémique, que monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Chenu, qui s'était rendu sur les lieux, n'a pas fait de proposition spécifique, me semble-t-il, pour pouvoir mobiliser quelques subventions que ce soit à destination des Restaurants du Cœur et de la plateforme wattrelousienne, ce qui me permet de dire... Alors, mon père aurait plutôt dit, il y avait, comme on disait plutôt de manière populaire, et je l'enlève automatiquement grande gueule, petit bras, c'est-à-dire, mais il y a les parleux et il y a les faiseux. Ici, nous nous mettons clairement dans cette catégorie-là. J'ajoute que sur le deuxième point, ne me dites pas non, la réponse, je viens de vous la donner. Sur le deuxième point, s'agissant du fonctionnement, le problème des Restaurants du Cœur aujourd'hui, c'est leur manque d'approvisionnement en provenance de la grande distribution. J'ai peu de maîtrise là-dessus. En revanche, sur le problème du financement des campagnes, sachez que les Restaurants du Cœur font partie des financements à qui le CCAS accorde un soutien régulier. Chaque année, nous avons d'ailleurs augmenté de 20%, 25% d'ailleurs ce soutien ces 3 dernières années. Et monsieur le vice-président du CCAS proposera au prochain conseil d'administration du CCAS une subvention complémentaire de manière à pouvoir aider
à notre hauteur aussi du point de vue des ressources dont dispose le CCAS, les Restos du Cœur à financer leur campagne. Voilà, madame. Je pense qu'à votre question, je vous ai apporté une réponse particulièrement précise et vous aurez remarqué que la maire de Wattrelos n'est pas restée les deux mains dans les poches et que la municipalité ne l'est pas restée davantage. Voilà. Ce point mettant un terme à notre conseil municipal, Oui, monsieur Croigny. Non, je vous en prie. Oui, je vous en prie. Oui, je ne vais pas revenir sur les délibérations. Je connais un peu les règles, elles ont été votées. Tout à l'heure, M. Cailleret nous a présenté un plan d'action fort louable et qu'on ne peut que soutenir. J'aurais souhaité qu'il puisse nous être envoyé par PowerPoint. En effet, on ne l'a pas eu. Je pense que dans cette assemblée, il sera dans le compte rendu. Il sera dans le compte rendu nécessairement. Tous les PowerPoints sont indexés au compte rendu. Ça a été présenté au conseil d'administration du CCAS et donc ce sera adressé en. C'est-à-dire qu'on l'a découvert un peu rapidement et dans ce conseil, et j'en finirai là, il y a de nombreux professionnels de l'éducation au sens large, de l'accompagnement social, de l'accompagnement sous toutes ses formes, de la santé. Je pense qu'on peut enrichir et amener des remarques et des propositions. Tout ceci dans un esprit de partage et de collaboration. Je vous remercie. Collaboration constructive, voilà. Mais effectivement, c'est pour cela, monsieur Croigny, justement, que par-delà votre personne et l'ensemble des personnes des conseillers municipaux ici présents, et pour ceux qui nous écoutent, j'ai souhaité qu'il y ait une information qui soit faite, parce que nous en parlons, nous allons le mettre en œuvre au CCAS, mais cet établissement public de la ville, il va rayonner sur l'ensemble des habitants de la ville. Les conseils d'administration du CCAS restant par nature, évidemment, en discret, puisqu'ils ne sont pas publics, il me paraissait important, et merci de nous donner raison de l'avoir fait, justement, par votre interpellation, qu'il puisse être communiqué et être partagé par le plus grand nombre, parce que ça va concerner un grand nombre de nos concitoyens et j'en suis persuadé que ce travail pluriannuel soutenu par l'État va permettre de changer la vie et de corriger un certain nombre d'inégalités, notamment dans l'accès aux droits et au numérique. Merci, chers collègues. Avant de clore la séance, je vous rappelle que vous pouvez consulter le registre synthétisant les décisions prises en vertu de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des signatures? Non. La séance est donc levée. Merci. Bien sûr.